va démarrer cette journée par une première table ronde qui est consacrée au Web2Print. Et donc, dans un premier temps, je vais laisser un peu les différentes personnes se présenter. Bon, il y en a deux qui se sont présentées hier, mais il y a des nouvelles personnes dans la salle. Donc, je vais leur demander de se représenter également. Voilà. Donc, bonjour, je m'appelle Nicolas Etienne, je travaille pour le XL Marketing Group. Donc je suis ex-directeur commercial et service client pour ce groupe et depuis peu directeur du projet iloveprint.fr, donc site web que nous venons de mettre en œuvre. Bonjour à tous, je m'appelle Joanny Rigolo, donc je suis responsable commercial pour la France de la société Saxoprint, qui est un des premiers imprimeurs en ligne offset en Europe. Voilà. Bonjour, moi je m'appelle Jean-Charles Pic et j'ai la chance de diriger une petite entreprise qui est basée à Dijon, qui s'appelle Dicolor et qui est présente dans le domaine du Web2Print depuis avant l'an 2000. Bonjour à tous, donc je suis Laurent Sudre, je travaille pour la société Konica Minolta en tant que business developer solution pour le département production printing. Bonjour, Frédéric Soulier, directeur technique à la société Caldera, éditeur de logiciels dans le monde de l'impression numérique. Oui, alors pour démarrer le sujet du Web2Print, alors le sujet c'est vraiment Web2Print et automatisation. On est en lien avec ce qu'on a pu voir hier dans la première journée, qui était consacré au JDF et à l'automatisation au sens large. J'aurais voulu que certains présentent un peu un retour d'expérience. Donc il y a trois entreprises ici. Donc il y a XL Marketing Group, Saxoprint et puis Dicolor. J'aurais voulu que ces trois personnes là nous présentent ce qui a été fait chez eux en termes de Web2Print. Quels sont les pourcentages du chiffre d'affaires associés au Web2Print. Voilà, quelques chiffres qui nous permettent de situer un peu l'importance du Web2Print dans chaque entreprise. Donc, en ce qui concerne XL Marketing Group, le Web2Print qu'on a lancé, qui est iloveprint.fr, est assez récent, puisqu'il a 2 mois d'existence. Donc de ce fait, les chiffres sont assez faibles aujourd'hui. Au bout de 2 mois, ça représente 1% du chiffre d'affaires. Mais notre objectif est clair, c'est d'arriver d'ici 2-3 ans à ce que cela représente à peu près 50% de notre chiffre d'affaires. Donc c'est un investissement qu'on a fait pour un vrai accroissement de notre offre. Et puis surtout mettre à disposition de nos clients un nouveau canal de commande qui à l'ère du digital nous a paru quand même relativement important. Donc pour nous, depuis le départ, la société, en 99 a été créée, c'était un petit imprimeur offset où il n'y avait que 22 personnes en Allemagne. Mais par la suite, dès 2006, en fait, ils ont lancé un portail internet en Allemagne qui s'appelait Mein Druck Portal, qui veut dire mon portail d'impression .de. Et puis en 2012, Saxoprint a été racheté par le groupe CW, qui est le leader européen d'impression photo et qui a mis beaucoup de moyens en fait pour les machines et puis pour les processus d'industrialisation. Et aujourd'hui, en fait, on a uniquement des sites internet. Donc notre entreprise est 100% Web2Print, 100% des commandes passent par le web, 100% des fichiers sont transmis par le web et tout est automatisé derrière en termes de production. Que ça passe par le pré-presse, l'impression, le façonnage, l'expédition, tout est automatisé. Donc notre entreprise est vraiment 100% dans le Web2Print aujourd'hui. Tout à l'heure, quand je me suis présenté, j'ai dit qu'on faisait du Web2Print depuis avant l'an 2000. Donc il faut déjà que j'explique que nous, notre métier, c'est faire de l'impression numérique pour les professionnels. Donc on est basé à Dijon et notre ambition, c'est d'offrir à tous les professionnels, toutes les grosses entreprises, on va dire, des solutions complémentaires par rapport à leur propre parc machine dans le domaine de l'impression numérique. Donc pour ça, on est 20 personnes, on réalise un chiffre d'affaires de 2 millions d'euros et on est équipé de 2 iGen 4 de chez Xerox.
Quand on a commencé à faire de l'impression numérique, avant l'an 2000, on a eu un client qui s'appelait Rhodia Silicon, qui avait une problématique de notice technique. Ils avaient un peu plus de 3000 références de documents. Et ces documents étaient commandables par toutes les structures dans le monde entier en fonction de leurs besoins. Donc, le principe avant nous, c'était quoi? C'était de dire, il y a des stocks, et ces stocks, eh bien, quand l'agence de l'Argentine en a besoin de 10 exemplaires de cette référence-là parmi les milliers, eh bien, quelqu'un va chercher dans le stock et les expédie à l'autre bout du monde. Donc, assez rapidement, on a imaginé un système où on s'est dit, on va remplacer ça par des fichiers informatiques qui vont être prêts à être imprimés sur des serveurs. Ces fichiers, on va permettre, dans une solution à l'époque qu'on avait fait développer dans Lotus Notes, avec un système qui s'appelait Domino, on va permettre à nos clients de pouvoir accéder à distance au travers le web à ce catalogue électronique de documents, où les documents seront rangés comme ils l'entendent, où ils les retrouveront dans l'architecture dans laquelle ils l'ont imaginé, et puis on va leur donner la possibilité de les commander à l'unité, comme ils veulent, et sous 24 heures, on va s'engager à leur expédier. Donc c'est comme ça qu'on a commencé dans le Web2Print, avec un système qu'on avait fait développer par des informaticiens. Un peu plus tard, on a acquis des solutions. Alors, on n'a plus travaillé avec ce client-là parce que ce client-là a été racheté par des Chinois. Il s'appelle maintenant Blue Star Silicon. Ils sont toujours basés à Lyon. Et puis, les Chinois ont voulu faire autrement. Donc, voilà. Mais en tout cas, on a acquis un savoir-faire dans ce domaine-là. Et donc, aujourd'hui, notre métier, et j'arrive à la question, mais moi je suis toujours un peu bavard, j'arrive à la question, notre métier aujourd'hui, nous, c'est de développer des solutions pour des grosses boîtes dans lesquelles on va chercher à mettre en œuvre les possibilités que propose l'impression numérique. Donc aujourd'hui, nous, on parle plus de Web2Print, donc déjà, je suis désolé, mais nous, on ne sait pas trop ce que ça veut dire le Web2Print. Pour nous, ce qu'on développe auprès de nos clients, ce sont des portails web d'impression qui leur permettent d'accéder au flux tendu documentaire. C'est ça exactement le métier qu'on fait dans le domaine du Web2Print, entre guillemets. Donc, dans ce cadre-là, on va être amené à développer des solutions pour des gens qui s'appellent John Deere, l'ensemble de leurs notices techniques. Il y a une usine John Deere qui est basée à Arc-les-Gray. L'ensemble de leurs notices techniques est sur un serveur. Ils peuvent le visualiser à distance avec code d'accès et mot de passe utilisateur. Et ils les commandent le lundi matin, librement, avec un coût unique au document, quelle que soit la quantité commandée, et le jeudi, c'est expédié, enfin, ils le reçoivent directement sur la ligne de production, et ils n'ont plus qu'à mettre les notices en corrélation avec les produits qu'ils ont fabriqués dans la semaine, et la semaine d'après recommence de la même manière. Donc on est vraiment sur du flux tendu documentaire, et donc là, on a utilisé des solutions de Web2Print. Alors, pourquoi on utilise des solutions de Web2Print, et j'en arrive à l'automatisme? Pour deux raisons. La première raison, c'est que ça permet à nos clients d'accéder n'importe quand, au travers le web, à leur propre catalogue électronique de documents. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que pour pouvoir être efficace dans ce métier-là, nous, on archive les fichiers dans un format qui est prêt à être imprimé. C'est-à-dire que les job tickets sont archivés en même temps que les fichiers. Et donc, la seule chose qui va être à faire, une fois que la commande va être reçue sur le serveur, va consister à approuver la commande, ce qui fait que le fichier haute def qui est sur le serveur va être poussé automatiquement avec tous ses attributs d'impression sur nos machines pour être imprimé en flux tendu sans aucune opération humaine. Donc voilà, nous, dans ce qui nous concerne, ce qu'on fait. Donc je vous ai donné l'exemple de John Deere, j'aurais pu vous donner l'exemple du
du Crédit Agricole de Bourgogne-Champagne. J'aurais pu vous donner d'autres exemples. Aujourd'hui, le Web2Print représente, on va dire, 10-20% de notre chiffre d'affaires. Voilà. Très bien. Un peu long, mais voilà. Merci. Merci, Monsieur Pic. Je vais revenir juste sur Saxoprint, puisque Monsieur Pic a présenté un peu le matériel donc, de l'entreprise. Ils sont que sur du matériel numérique. Saxoprint, est-ce que vous êtes sur du numérique, de l'impression traditionnelle, les deux? Donc nous, on a essentiellement des press offset. C'est un très gros parc machine, puisqu'il y a 4 Heidelberg Speedmaster et 8 presses 8 couleurs en retiration en KBA. Donc ça représente quand même beaucoup de volume possible. Et après, on a un petit peu de numérique, effectivement, mais ça reste vraiment une part très faible de notre activité. Voilà, donc c'est ce qui fait aussi la complexité de Saxoprint, c'est que dans le processus offset, c'est quand même beaucoup plus complexe à mettre en œuvre que le processus numérique, et on arrive quand même à avoir des commandes sur des petites quantités, puisque le modèle économique de Saxoprint et de toutes les imprimeries, les grosses imprimeries en ligne, passe par l'amalgame. Donc on amalgame plusieurs commandes sur une même feuille d'impression. Voilà. Merci. Et même question pour XL Marketing Group. Alors vous êtes numérique, offset, les deux? Les deux. Donc on a des presses offset Heidelberg et des presses numériques. Alors là, on a un peu toute la panoplie. On a du Xerox iGen 4, du HP et du Kodak. Mais effectivement, je rejoins mon collègue. Le principe majeur du Web2Print, c'est l'amalgame. D'accord, merci. Donc, et pour chacun, donc je vais, vous allez adresser donc un marché qui va être soit donc le professionnel, soit le particulier. Quelle est votre orientation, ou est-ce que c'est les deux, et quelle est votre orientation dans chaque entreprise, et pourquoi tel marché, par exemple? Donc nous sommes positionnés sur un marché B2B, donc on adresse essentiellement du professionnel. La raison est simple, c'est les fichiers en entrée. Lorsque vous adressez du particulier, soit vous proposez en entrée un module pour pouvoir constituer du fichier, et là vous avez une chance d'avoir des fichiers qui sont corrects, soit vous vous adressez à des professionnels, et là vous avez aussi une chance d'avoir des fichiers corrects. C'est vrai que la qualité du fichier en entrée, et évidemment l'automatisation qu'on met derrière sur le contrôle de ces fichiers reste un point primordial dans le processus. Et de ce fait, voilà, le choix de la cible que vous attaquez est relativement importante à ce niveau-là. Très bien. Même question donc, pour... Alors nous, effectivement, je pense qu'on est à peu près sur la même typologie de clientèle. La petite différence, c'est que nous, on met pas mal d'actions de communication en place pour que la marque soit connue. Ce qui veut dire beaucoup d'achats de Google AdWords, par exemple. Ce qui fait que quand vous tapez imprimer un flyer, Saxoprint sort toujours dans les 2-3 premiers résultats. Donc ce qui veut dire que nous, notre cœur de cible, c'est effectivement des professionnels, des revendeurs. Donc ça peut être des agences de communication, ça peut être des portails de revente de produits imprimés, ça peut être des graphistes indépendants. Mais effectivement, il y a des gens qui viennent à nous parce qu'ils nous ont trouvés sur Internet, et ça peut être le petit pizzaiolo du coin qui a besoin de flyers et qui ne connaît rien au fichier. Et effectivement, c'est très chronophage, et c'est pas le but du Web2Print et de l'automatisation, effectivement, de garder ce genre de clients. Donc nous, on s'adresse plus effectivement en cœur de cible, en tout cas, à une clientèle de professionnels. Merci. Et Monsieur Pic, je crois qu'il avait déjà un petit peu orienté son intervention, mais je vous laisse compléter. Donc je peux compléter. Pour dire que nous, c'est 100% professionnel, que c'est 100% numérique aussi, parce qu'on est persuadé que c'est le sens de l'histoire. On est persuadé que les entreprises aujourd'hui, elles veulent accéder à ce qu'elles ont besoin quand elles en ont besoin,
et que c'est pour ça qu'on développe ce type de solution. Alors, ce que je veux dire aussi, c'est que nous, au contraire de mes collègues à gauche, on est sur des plateformes qui sont des plateformes spécifiques à chaque client en fonction de ses besoins. C'est-à-dire qu'on n'a pas un outil général qui sert à tout le monde et auquel on demande de s'adapter. C'est-à-dire que si on prend quelques exemples de clients, nous, dans ce qui nous est demandé et dans ce sur quoi on va travailler, on travaille par exemple, le dernier portail qu'on a mis en place, la dernière version pour le Crédit Agricole de Bourgogne-Champagne, c'est une version où leur problème, c'est que les services qui sont tous connectés au travers d'un intranet dépensaient trop. Et ce qui a été développé pour calmer ça, c'est une gestion budgétaire. C'est-à-dire qu'en fait, chaque service commence l'année avec un certain volume d'argent à dépenser. Et lorsque il passe commande, évidemment, tout est calculé en temps réel, de manière à suivre en temps réel l'état d'avancement par rapport au budget. Et dès qu'on arrive à zéro sur le budget, on a à ce moment-là tout un processus qui se met en œuvre de validation de crédits supplémentaires, qui remontent sur des niveaux supérieurs, qui sont approuvés ou pas approuvés par les supérieurs, etc., etc. Donc, ce que je veux dire, c'est que nous, en ce qui nous concerne, on est sur des applications qui visent à utiliser les technologies pour se caler complètement dans le fonctionnement des entreprises. Voilà. Très bien, merci. Et donc on va aborder maintenant la question de l'automatisation. Donc, qu'est-ce qu'il en est pour chaque entreprise? Qu'est-ce que vous avez mis en œuvre? Est-ce que vous pouvez tout automatiser? Alors, tout automatiser, c'est difficile, ne serait-ce que par rapport à ce qu'on vient de dire, à la qualité des fichiers. Donc, automatiquement, alors le contrôle est automatique, mais après la relation client qu'on se doit d'avoir sur des problématiques telles que des fichiers non conformes et des corrections de fichiers, là, on ne pourra pas l'automatiser. Le but du Web2Print, c'est pas de tuer la relation, hein, c'est aussi de garder cette relation client. Et ça, c'est un point qui ne sera jamais automatisable. Bon, même si on arrive via des call centers, etc., à créer de l'automatisation, mais l'aspect humain reste quand même relativement important. Nous, l'automatisation, elle part évidemment de la prise de commande et elle va jusqu'à l'expédition, un peu comme le processus de Saxoprint. Pourquoi? Parce que, au vu des tarifs pratiqués sur le web, ça oblige la société qui se lance dans ce projet-là à travailler sur l'automatisation. Sinon, si on reste sur des processus traditionnels, les marges générées par les dossiers ne seraient pas convenables. Donc, nous, l'automatisation, elle est très simple, hein, c'est du contrôle de fichiers, c'est évidemment de l'envoi email automatique en fonction de la vie de la commande, c'est de la génération de dossiers automatiques, c'est du suivi de production en automatique et des générations d'étiquettes, d'expédition, de bordereaux et de facturation automatique aussi. D'accord, très bien. Chez Saxoprint, alors? Bah oui, effectivement, c'est un petit peu la même chose. Je rejoins mon collègue. La relation clientèle est importante. Nous, ça se fait via quand même un call center, mais avec des responsables de clientèle grand compte quand même qui sont des interlocuteurs individuels pour nos clients importants. Donc il y a quand même une relation entre une personne et une personne, ce qui est important quand même pour pouvoir traiter les problématiques quotidiennes. Après, au niveau de l'automatisation, c'est vrai que tout est automatisé. Hein, donc, le transfert des fichiers, le contrôle des fichiers, les amalgames, ensuite ça part au pré-presse, à la production, au façonnage. Et c'est vrai que c'est une usine qui est très automatisée, c'est très impressionnant à voir, surtout dans le hall façonnage où vous avez que des tapis roulants et tout part sur les tapis roulants jusque dans le camion UPS. Voilà, tout est automatisé. D'accord.
Alors nous, on n'a pas les tapis roulants. Mais tout est automatisé aussi, quand même. C'est-à-dire qu'en fait, nous, j'ai commencé à en parler un peu tout à l'heure, on a une base de données de documents. Cette base de données de documents, elle est archivée dans des formats 300 dpi avec les job tickets qui vont avec. On a ensuite la gestion de cette base de données, la publication sur le web de cette base de données accessible par nos clients, donc on est bien dans leurs documents à eux. C'est un automate qui va dégrader les 300 dpi pour les passer en 72 dpi de manière automatique. Donc la publication sur le web est faite automatiquement en version allégée. Si on change une référence parce qu'elle annule et remplace une précédente, ou si on en crée une nouvelle, dans les 24 heures qui suivent, c'est tout de suite la nouvelle version qui est commandable sur le web. Et derrière, on va avoir un automatisme complet en termes de production, c'est-à-dire, je l'ai dit tout à l'heure, les clients, lorsqu'ils commandent, la quantité qu'ils vont positionner dans leur bordereau de commande va se retrouver automatiquement sur la file d'attente de l'imprimante de production, y compris en prenant en compte des phénomènes d'imposition où le serveur va recalculer le nombre de feuilles exact. Donc on n'a aucune intervention jusqu'à l'impression. Ensuite, s'il y a des finitions, etc., là, on n'a pas de tapis roulant. Nous, on est obligé de travailler normalement. Voilà. Alors, ceci étant, il y a quelque chose que je voulais dire qui me paraît important. Nous, on fait que de l'impression numérique. La force de l'impression numérique, c'est de pouvoir imprimer ce qu'on veut, quand on veut, y compris en petite quantité. Donc évidemment que c'est ça qui plaît à nos clients. Ce qui leur plaît, c'est le flux tendu. Dans un monde qui va si vite que celui dans lequel on est, avoir la capacité de dire stop, je gère plus de stock, j'ai une base documentaire dont quand j'en ai besoin, j'imprime ce que je veux quand je veux. Quelque part, ça me paraît être assez clé dans un certain nombre de besoins d'entreprise. Le problème qui se pose derrière, c'est que on a vite fait tomber dans de l'épicerie. C'est-à-dire que si on est dans l'impression numérique et qu'on traite aujourd'hui la commande de ce client pour cette référence-là en 3 exemplaires, demain la commande de ce client-là en 5 exemplaires, etc., etc., on rentre vite dans de l'épicerie. Et toute la problématique, à mes yeux, de l'impression numérique telle qu'on la pratique aujourd'hui, c'est d'arriver à industrialiser l'épicerie. Parce que si on reste dans l'épicerie telle qu'elle, c'est vite épuisant, c'est vite chronophage et c'est vite pas rentable. Donc le fond du problème pour nous, et ça fait des années qu'on travaille là-dessus, c'est comment on va arriver à industrialiser tout ça, industrialiser ces flux, pour qu'on ne raisonne plus par rapport à un job, mais par rapport à des files d'attente. Ça veut dire que un client, c'est une histoire vraie ça, un client qui était basé, un client qui est basé pas très loin de Dijon, qui a une filiale qui est en Chine, qui peut commander depuis la Chine des documents en chinois, 480 références de documents différentes. Un nouveau commercial arrive, il a besoin il commande 2 exemplaires de 480 références. Notre contrat à nous, c'est 48 heures maxi, ça doit s'imprimer et partir. Donc 480 références de documents différents en 2 exemplaires à imprimer, si on n'est pas industrialisé, c'est un vrai problème, quoi. Ça court dans tous les sens, et c'est quoi c'est quel numéro de fichier, etc. Là, comme tout est intégré, on se retrouve directement avec 480 lignes de commande qui sont automatiquement libérées depuis le serveur par une seule personne. On sélectionne de la première à la dernière, on libère la totalité. Pareil sur l'impression. Et à partir de là, ça prend pas plus de temps que la vitesse nominale de la machine pour les imprimer, c'est-à-dire 5000 pages à l'heure. Donc, si on n'a pas un système comme celui-ci d'intégration complète et de gestion de l'information avec les systèmes qu'on a, je veux dire, on peut pas tenir. Dernière chose, ça va pour nous aussi jusqu'à la facturation. C'est-à-dire qu'en fait, ces clients-là, c'est open bar pour eux pendant tout le mois, sauf que tout est tracé sur le serveur. Sur le serveur, on sait qui a commandé, quel jour il a commandé, quelle référence il a commandé.
Exportation en fin de mois du fichier Excel de la totalité de ce qui s'est passé, qui est dans sa zone de compétence, et à partir de là, une seule facture, selon fichier Excel 6 juin, nos prestations du mois, temps est terminé. Ça nous prend 3 minutes à faire la facture à la fin du mois. Voilà. Très bien, merci. Je vais donner la parole aussi à des fournisseurs de solutions pour avoir un peu leur retour d'expérience par rapport à ce qu'ils ont pu voir chez leurs clients sur le Web2Print, sur l'automatisation. Voilà. D'abord, merci effectivement pour vos trois témoignages qui sont tout à fait en phase avec notre perception de ce qu'est et ce que devrait être le Web2Print. Web2Print, j'ai bien apprécié effectivement M. Pic qui a dit Web2Print, moi je préfère parler d'autre chose, d'automatisation documentaire, et je pense que quelque part, voilà, à un moment donné, il faut mettre un nom, donc Web2Print, soumission, documentaire, automatisation. En fait, l'idée, c'est qu'on tourne tous autour de cette fonctionnalité qui, à un moment donné, de dire, moi, je suis fabricant, je suis prestataire, j'apporte un service à mes clients. L'idée, c'est de se dire, voilà, comment je peux, entre guillemets, leur apporter un service pour les aider dans leur quotidien, pour leur permettre de gagner eux aussi, de leur côté, en efficacité, en réactivité. On travaille en flux tendu, on travaille dans une logique d'instantanéité, en fait, aujourd'hui. Et je pense que c'est un petit peu aussi le tournant du numérique. On a cette notion de transformation digitale qui arrive. On est dans un monde dématérialisé, digital. On est dans un monde où, globalement, il faut être très rapide. Et je pense que cette notion de lien, au travers de la communication via le web, nous permet d'atteindre comment dirais-je, ces objectifs. Donc, pour faire très simple, Konica Minolta est impliqué dans la démarche d'automatisation, de soumission depuis de nombreuses années, puisque notre catalogue solutions intègre des solutions de Web2Print depuis plus de 10 ans. Aujourd'hui, nous avons construit une offre qui est complète et qui est en fait basée sur un certain nombre de références, parce que au travers de vos différents témoignages, et il y en a bien évidemment d'autres, chaque cas est unique, chaque problématique nécessite une approche particulière avec des développements, avec des niveaux de service qui ne sont pas toujours les mêmes. Donc notre approche est effectivement de pouvoir proposer une large palette de solutions qui sont plus ou moins, je dirais, complètes et qui répondent à des problématiques différentes. J'ai entendu tout à l'heure, on n'a pas une solution qui va permettre, enfin, le client ne doit pas s'adapter à la solution, mais la solution doit s'adapter au client. C'est exactement notre philosophie. Donc on est tout à fait dans cette approche-là. Aujourd'hui, vous parlez de retour d'expérience, je pense que par rapport à nos clients qui sont équipés et qui sont en cours d'équipement, se lancer dans un projet tel que le Web2Print, ça nécessite, je dirais, une maturation, une réflexion, une maturation, une implication et, je dirais, un investissement financier, mais aussi un investissement humain sur l'organisation et sur la méthode, quelque part, de travail. Donc, cette approche-là, on peut, en tout cas au niveau de Konica Minolta, on est tout à fait en capacité d'accompagner, de travailler, je dirais, en partenariat pour pouvoir mettre en place, je dirais, des process, prendre de bonnes décisions et surtout proposer des solutions qui soient des solutions pérennes dans le temps, parce qu'à un moment donné, on répond à une problématique instantanée. L'idée, c'est aussi de voir un petit peu la stratégie à 3 ans, 5 ans, voir et anticiper un petit peu les évolutions pour permettre tout simplement de faire le bon choix en termes de solutions pour pouvoir justement accompagner nos clients dans cette dynamique de développement. Voilà, globalement, en quelques mots, on pourra en parler très très longtemps. C'est un sujet qui est passionnant, qui permet bien sûr de revoir énormément de choses. On parle d'automatisation. La notion effectivement de Web2Print, c'est l'industrialisation quelque part de flux entrants. L'idée, c'est qu'on va standardiser en grande partie, je dirais, les documents, les commandes, pour permettre justement d'aller chercher des leviers de croissance en interne dans le sens où on va pouvoir automatiser et effectivement, à un moment donné, libérer un grand nombre de travaux d'un simple clic à partir d'un poste de travail. Voilà, je pense que la philosophie, en tout cas, les différents mots ont été prononcés. Bien, merci. Frédéric. Oui,
Donc effectivement, je rejoins complètement ce qui a été dit. Je pense qu'il y a déjà un problème de terminologie au départ. Le Web2Print, qu'est-ce que c'est ? Je ne peux pas répondre complètement. On a plusieurs notions qui se croisent. Donc effectivement, le point d'entrée dans un flux, l'industrialisation, je suis complètement d'accord, d'un flux entrant dans un flux de production. C'est vraiment ça, c'est une normalisation en fait, d'un flux de production, l'entrée, la minimisation de la répétition des saisies, etc. Ensuite, le Web2Print, c'est, par définition, c'est simplement donc un point d'entrée sur un flux d'impression numérique. Mais est-ce que c'est absolument associé à du e-commerce ou pas ? Alors là, c'est plutôt le cas puisqu'on est dans un contexte commercial et industriel. Mais ça ne l'est pas forcément. Donc, à travers les différentes solutions que nous, on peut proposer aujourd'hui, on s'aperçoit, et là encore, je suis complètement d'accord, je pense que ça va aller assez vite parce que finalement, tout s'aligne. Les besoins des imprimeurs aujourd'hui sont tous différents. Il faut savoir s'adapter à leurs besoins. Hier, on a parlé beaucoup des MIS, avec les différentes solutions présentes sur le marché, etc. Pour nous, le Web2Print, c'est vraiment très, très proche des contraintes en termes d'intégration, d'installation. C'est-à-dire qu'un Web2Print, comme un produit sur étagère, ne fonctionnera pas pour plus qu'un imprimeur. On est complètement conscient. Voilà. C'est une tentative qu'on a faite il y a quelques années, et ça n'a pas fonctionné. Aujourd'hui, c'est un accompagnement client, l'accompagnement d'un imprimeur dans sa réflexion sur l'automatisation et de son flux de production. Donc, il s'agit vraiment, encore une fois, du flux de production et de ce point d'entrée dans ce flux de production. Il doit être adapté à sa production, il doit être adapté à ses besoins, aux produits qu'il doit fournir. Et on a toutes les problématiques du MIS qui vont revenir aussi, à savoir, à partir du moment où on parle de numéraire, donc de vente, et comment on fait les liens avec la facturation, le devis, les transferts bancaires, le paiement, etc. Et ensuite, on va s'intéresser à l'intégration avec l'expédition. Alors, comment on fait une passerelle avec UPS, avec DHL, etc. Sachant que très souvent, il faut il va falloir faire énormément de passerelles en fonction du client, de l'imprimeur. Il va falloir expédier ceci dans différents types de territoires. Donc après, on en revient à l'optimisation d'un flux de production avec aujourd'hui des solutions d'amalgame. On reparlait d'amalgame qui est effectivement totalement indispensable dans ce type de flux, où l'amalgame va même pouvoir être optimisé en fonction du client, en fonction du territoire, en fonction de l'expéditeur, pour pouvoir rendre en fait ces flux de plus en plus intelligents pour gagner à tous les niveaux. Donc le sentiment de notre société aujourd'hui, c'est que c'est un projet, c'est pas un produit. C'est un projet qu'on déclenche et qu'on va pouvoir fournir donc à un client, mais en le dédiant complètement à son flux de production. Très bien, merci. Alors, je retiens une chose qu'a pu dire Frédéric, c'est qu'apparemment le Web2Print, il est indispensable d'avoir une connexion du portail d'entrée avec un ERP et un MIS derrière. Est-ce que vous êtes tous d'accord sur ce postulat? Parce qu'il y a des entreprises qui fonctionnent, mais qui n'ont pas forcément de lien direct avec l'ERP de l'entreprise. On va reprendre dans le sens inverse. Alors effectivement, au niveau de cette approche, on peut avoir une approche à différents niveaux, et c'est ce que je disais, en fonction des différents projets. Aujourd'hui, chaque entreprise est différente, chaque projet d'entreprise, bien évidemment, est différent, et la réponse doit être adaptée. Donc, en fonction de la taille de l'entreprise, en fonction de la volumétrie des flux, bien évidemment, on peut, et on a eu quelques exemples hier, d'associations de portails, de vitrines web associées à des MIS, des ERP, pour effectivement disposer d'un flux totalement automatisé. Maintenant, aujourd'hui, on a, et c'est aussi pour ça que le mot Web2Print est aussi intéressant, c'est qu'il associe la capacité de prendre des commandes en ligne et d'aller jusqu'à la libération des travaux dans certains cas. Donc on n'est pas nécessairement obligé de passer par un ERP ou de passer par un MIS. On peut, dans des environnements particuliers, utiliser des outils qui intègrent, je dirais naturellement, des fonctions de portail, de prise de commande et des fonctions de gestion de flux documentaire avec une opération, on dirait une brique pré-presse intégrée et aller jusqu'à la libération automatique des travaux. Donc voilà, aujourd'hui, encore une fois, et c'est pour ça que c'est important
par rapport aux différents cas, aux différentes problématiques, il faut se poser un petit peu, il faut réfléchir. C'est pour ça qu'on a vraiment cette logique d'approche, d'analyse, qui est une phase très importante dans la maturation du projet, qui va permettre de faire les bons choix. Et donc, le bon choix peut être le choix qui permet tout simplement d'avoir le bon outil au bon moment, sans nécessairement être sur des investissements qui sont disproportionnés par rapport à la taille de l'entreprise, j'entends. D'accord, très bien. Monsieur Pic, je ne sais pas si vous, est-ce que vous avez un avis ou un lien typiquement entre votre portail de commande et votre système donc ERP ou équivalent, ou est-ce que vous fonctionnez différemment? Non, en fait, donc je l'ai expliqué un peu tout à l'heure. L'ambition pour nous, c'est que ce soit le plus automatisé possible, c'est-à-dire qu'en fait, on n'est pas du tout dans l'ERP. C'est deux systèmes qui vivent en parallèle. On a un système de gestion des commandes classiques et traditionnelles pour un flux entrant hors Web2Print, et puis on a le système Web2Print qui vit sa vie de son côté de manière entière jusqu'à la facturation. Je profite du fait d'avoir le micro pour encore prendre un peu la parole pour dire que la notion de Web2Print, et là j'ai repensé à un autre exemple que je vais vous citer, qui c'est juste pour nous remuer un peu les méninges par rapport à l'idée de ce que c'est vraiment que le Web2Print. J'ai pensé à un autre exemple qu'on a développé pour un client qui est complètement différent de ce qu'on a dit tout à l'heure et qui ne génère pas à ce jour encore beaucoup de commandes. C'est un négociant, une grosse structure de négoce en matériaux qui a une vingtaine d'implantations dans le Grand Est de la France. Leurs commerciaux font des devis pour des gens qui viennent les voir, et ces devis ne sont jamais relancés. Ce qui a été mis en place pour eux, c'est un portail web pour prendre des données de la part des commerciaux, c'est-à-dire que le commercial se connecte le soir et il indique quel est le nom de la personne qu'il a vue, quelle remise sur le devis il veut lui faire, et toutes ces données-là sont sur le web, elles remontent par un système directement sur nos machines, sur des moteurs de composition automatique qui vont aller chercher ces données et vont imprimer dans les 12 heures qui suivent un chèque de remise visant à déclencher le client sur son devis. Donc là, on est dans le Web2Print, on est dans de l'unitaire, mais on est dans une application qui est complètement différente, c'est-à-dire qu'on récupère des données qui transitent par le web, qui vont ensuite s'automatiser sur des systèmes de mise en page automatique et qui vont ensuite être poussés automatiquement à l'impression et derrière mis sous pli, affranchissement et envoi direct. Sur une application comme ça qui ne représente pas énormément en termes de facturation pour D-Color, on sent là aussi que le futur, il va vers ça, il va vers de la donnée qu'on récupère au travers le web, qui va ensuite, à un moment ou un autre, retrouver de la valeur sur du papier, qui va ensuite être poussé très rapidement sur le client en vue d'une action. Donc, c'est à la frange, à la limite de ce qu'on définit aujourd'hui comme le Web2Print, mais moi j'appelle ça aussi du Web2Print. Voilà. C'est vrai que c'est une application intéressante. Donc on va continuer donc sur la question, la première question que vous avez posée, qui était le lien entre le portail et le RP. Est-ce que c'est mis en place chez Saxoprint? Est-ce que c'est indispensable? On n'est pas vraiment non plus sur une logique ERP. On est plus dans une logique globale d'automatisation où l'aspect technologie de l'information, IT, est extrêmement important, qui nécessite beaucoup de compétences et de ressources. Tout est fait en interne chez nous et c'est vrai que ça nécessite une petite armée d'ingénieurs en technologie de l'information, de développeurs qui adaptent toutes les solutions pour l'automatisation de tous les procédés de production tout au long de la chaîne de production et de fabrication. Donc voilà. D'accord, très bien. Et chez XL Marketing Group? Alors chez XL, c'est un vaste sujet parce que
comme on est une entreprise industrielle traditionnelle d'imprimerie et de marketing direct, on a des outils, on a un ERP traditionnel, et on est venu mettre en parallèle le processus de Web2Print. Et le challenge, évidemment, qu'on s'est fixé, c'est de lier les deux. Parce que travailler avec deux processus différents en parallèle, d'abord pour l'unité de l'entreprise, c'est pas quelque chose de très positif. Et puis, de toute façon, avoir un processus d'un côté automatisé et puis de l'autre un peu plus traditionnel, voilà, c'était pas quelque chose qui pour nous était viable. Donc, on est en train de bosser là-dessus, sur le lien qu'on peut faire entre les deux modes de fonctionnement. Donc il y a des choix stratégiques à faire sur ce sujet, et voilà, nous on est en train d'avancer, sachant que c'est plus la partie traditionnelle qui va venir vers l'automatisation du au Web2Print que le contraire, quoi. Voilà. Après, pour la partie retargeting qu'a cité mon collègue, voilà, il y a aussi des très bons CRM qui gèrent ces données-là, ces données commerciales. Et enfin, nous, en tout cas, on a mis aussi en place toute cette partie stratégie client via du CRM, quoi. D'accord, très bien. J'avais une question par rapport à la personnalisation. Souvent, donc, le Web2Print, ou on peut associer au Web2Print, peut-être associé à la personnalisation. J'ai l'impression que d'après ce que vous avez décrit, il n'y a pas forcément, c'est pas les plus gros marchés. C'est-à-dire que derrière, les documents qui sont produits à travers les commandes sont pas personnalisés. Est-ce que c'est le cas, ou quelle est la part donc de ce qui est personnalisé? Alors aujourd'hui, les documents dans I Love Print ne sont pas personnalisables. En revanche, on a un outil au sein d'XL Marketing Group qui s'appelle La Box, qui est un outil qui là est développé en fonction du besoin du client. Donc c'est un outil de mise à disposition de documents de communication sur des réseaux de distribution, où vous avez un siège social qui souhaite que ces points de vente communiquent avec des documents chartés, avec des campagnes organisées. Et de ce fait, là, on met à disposition des documents qui appartiennent aux clients et qui, là, vont être évidemment personnalisables en fonction du point de vente. Donc aujourd'hui, ce sont aussi deux processus qui sont différents chez nous, ce sont deux produits qui sont différents chez nous, mais là aussi, avec les nouvelles technologies, avec le projet I Love Print qu'on a mis en place, les deux vont automatiquement s'associer, et il est fort probable que rapidement on retrouve dans I Love Print des produits personnalisables. D'accord, très bien. Oui, alors pour nous, c'est vrai qu'il est assez compliqué de mettre en place un processus de personnalisation, puisqu'on est dans un processus vraiment industrialisé et avec beaucoup d'automatisation. Et puis, je dirais que chaque produit, alors on a plusieurs centaines de milliers de références produits, chaque produit qui sort sur le site internet de Saxoprint doit être lié à un certain volume pour pouvoir justement mettre en branle toute cette industrialisation de l'imprimerie offset. Donc dès qu'on sort de nos formats, dès qu'on sort d'un grammage papier qu'on ne peut pas proposer, dès qu'on part sur des produits vraiment personnalisés, c'est vrai que c'est compliqué tant qu'on n'a pas une forte demande client en face, avec des volumes avérés qui peuvent nous permettre d'industrialiser la chose. Chez nous, les documents sont tous personnalisables. Il n'y en a aucun qui sont personnalisés. Les clients aujourd'hui, en matière de personnalisation, ce qu'ils veulent de nous, c'est du sur-mesure beaucoup plus costaud que ce que peuvent proposer les solutions de Web2Print. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qu'ils veulent, c'est aussi bien
des adresses, bien sûr, mais c'est aussi des civilités, c'est aussi des textes conditionnels, ce sont des images conditionnelles, ce sont des images variables, ce sont des choses extrêmement sophistiquées qu'on ne trouve pas dans le web-to-print. Donc, on a des clients web-to-print pour des clients non personnalisés, enfin pour des documents non personnalisés, mais qui pourraient l'être, on va dire, au premier niveau. Et puis on a des clients qui ont des besoins de documents personnalisés, où là, ça va se traiter avec des solutions qui ne sont pas web-to-print. Et le retour d'expérience là, des fournisseurs matériels, logiciels? Écoutez, concernant la personnalisation, moi je pars là pour le compte, je ne partage pas tout à fait votre avis. Aujourd'hui, les solutions que nous avons à notre catalogue proposent des modules qui sont des modules permettant justement la personnalisation du document. Je pense qu'aujourd'hui, dans le monde du numérique, la force du numérique, c'est de pouvoir imprimer des documents personnalisés à la vitesse nominale de la machine, en clair. Donc aujourd'hui, on est passé dans un mode de production de documents unitaires sans aucun problème. Donc quelque part, le fait de rentrer dans une logique de web-to-print, tout à l'heure j'ai parlé de services apportés aux clients, je dirais que la notion de personnalisation, elle est intégrée dans cette logique de service. Ça veut dire qu'en fait, quand un client se connecte, qu'on soit en B2B ou en B2C, mais en B2B c'est assez intéressant, c'est qu'en fait le fait d'offrir ce service, mon client se connecte à son service, il est déjà dans un monde personnalisé, puisque quelque part c'est un service personnalisé. Les documents qu'on va lui proposer, qui peuvent être des documents qui sont archivés dans un catalogue, ou des documents qu'on va être en capacité de soumettre en tant que client, vont pouvoir s'inscrire dans une charte, vont pouvoir être justement remanier pour rentrer dans cette charte de communication et donc quelque part aussi s'inscrire dans une logique de personnalisation. Donc aujourd'hui, la notion de personnalisation, elle est peut-être pas demandée, mais elle est partout, elle est nulle part à la fois, mais en tous les cas, elle est très présente dans toutes les solutions, en tout cas, de Web2Print que nous proposons. Je suis d'accord tout à fait avec vous, alors, mais j'irais aussi dans le sens de ce qu'a pu dire M. Pic, c'est que j'ai l'impression que quand même, il y a finalement, pour l'instant, peu de marchés, peu de clients qui demandent vraiment de la personnalisation. Voilà, on a les possibilités techniques, mais de ce que j'ai vu, alors peut-être à part certains, on pourrait réagir aussi au niveau de la salle, hein, bien sûr, hein, de ce que j'ai vu, enfin des retours que j'ai eus, moi, il y en a peu qui demandent cette personnalisation. Non. Après, je pense que c'est effectivement au cas par cas. Encore une fois, ça dépend des positionnements des entreprises et en tout cas de l'offre proposée. Moi, j'ai des retours d'expérience sur des documents et notamment des secteurs d'activité où globalement aujourd'hui la personnalisation est le vecteur phare. Il faut juste pas perdre... en lien avec le web-to-print. On est bien d'accord. Il faut juste pas perdre de vue qu'aujourd'hui le fait de la capacité de produire des documents personnalisés sont des documents en général à forte valeur ajoutée, donc quelque part générateur de marge. Donc à partir de là, effectivement, c'est des business models peut-être différents, mais en tous les cas, aujourd'hui, on a un retour sur investissement qui est très, très fort dès qu'on s'oriente vers cette typologie de travaux. D'accord. Oui, alors effectivement, la personnalisation est au cœur des débats en ce qui concerne l'impression numérique. C'est vrai que l'impression numérique... ça a toujours été un des atouts de l'impression numérique, de pouvoir dire on peut personnaliser nos documents. Alors, je restitue le contexte de Caldera. On est historiquement présent dans le grand format jet d'encre, donc on fait face plus à des demandes de nos clients, donc d'imprimeurs de taille souvent plus modeste, avec des traceurs, et qui vont de plus en plus vers la presse jet d'encre numérique. Donc on les accompagne dans cette croissance aussi. Et après une récente étude de marché autour du Web2Print, donc on est fournisseur de solutions Web2Print, encore une fois ça devient du projet qu'on adopte et à chaque imprimeur. À l'issue de cette étude de marché, on s'est rendu compte, après avoir fait les développements évidemment, que on a un taux d'adoption de la partie personnalisation qui est de l'ordre de 20%. C'est-à-dire que le contexte est encore une fois particulier. Mais dans ce cadre-là, on a uniquement à peu près 20% de nos clients qui sont demandeurs d'une personnalisation. Malgré les solutions, je suis d'accord, sont là. Il y a une chaîne de valeur. On était les premiers surpris et un peu déçus de ne pas pouvoir concrétiser ce type de vente. Et c'est quelque chose qui est souvent quand même assez onéreux. C'est des modules aussi, mais qui sont assez onéreux.
Et on se retrouve finalement dans un contexte où il faut redéfinir encore une fois le Web2Print, il faut bien être sûr de cette définition. Et là, on parle beaucoup de B2B au final, donc il y a un petit peu de B2C, mais c'est quand même c'est anecdotique, c'est quand même on parle de très grosses entreprises pour le B2C. Là, pour le B2B, on fait face finalement à des professionnels qui utilisent très souvent déjà des outils de design de type Adobe Illustrator, InDesign, Photoshop. Et lorsqu'on fournit un outil de personnalisation, il faut aller assez loin, il faut pouvoir éditer du texte, il faut pouvoir modifier des images, il faut pouvoir même changer la colorimétrie, etc. Et on s'aperçoit qu'on substitue tout simplement aux outils de design qui sont en amont, présents dans les agences, présents chez les partenaires. Voilà, c'est un raccourci, hein, c'est un peu volontaire, mais c'est pour montrer que c'est aussi un frein à la vente de ces outils de personnalisation. Et sur cette étude de marché, simplement, ce qui était très adopté, par contre, ce qui est très important pour eux, c'est le pré-flight, donc la possibilité de pouvoir vérifier un fichier à la première étape, l'étape la plus en amont possible, là, le Web2Print étant le point d'entrée dans un flux de travail numérique. On s'aperçoit que là, le pré-flight, pour le coup, c'est quelque chose de très important, de pouvoir rejeter le fichier au plus vite, s'il n'est pas conforme. Voilà. Bien, merci. Donc, on va donner la parole à la salle, hein, s'il y a des questions, des remarques, des retours. Donc, peut-être aussi un commentaire d'Isabelle d'Alim, Isabelle Biré-Reyel, donc si elle doit avoir un certain retour par rapport aux outils qui sont installés chez des clients. Bon, tout ce qui a été dit, je dirais, c'est la réalité du terrain aujourd'hui. Nous, je cloisonnerais peut-être un petit peu davantage au niveau du Web2Print, c'est important, c'est le front office. Le front office, c'est là où on va accueillir le client. C'est là où, en fin de compte, la solution, elle doit être optimisée et accueillante. C'est là où une grande partie du succès va se faire ou pas se faire. La deuxième partie, et c'est celle dont on a un petit peu plus parlé aujourd'hui, c'est toute la partie back-office, donc toute la partie automatisation. Et nous, en tant qu'éditeur, on est vraiment focalisé sur le traitement du fichier, le pré-flight, comme l'a souligné Frédéric, mais bien évidemment aussi l'optimisation de ce fichier pour pouvoir le traiter par la suite sur tout type d'univers. Et là, le nerf de la guerre, il est comment automatiser les outils les uns avec les autres. Tout ce qui a été dit est tout à fait justifié. Il y a encore des beaux jours au niveau du Web2Print, il y a de grands challenges. Il y a autant de modèles, je dirais, qu'il y a d'entreprises à ce jour. Et c'est vrai que lorsqu'on rentre sur le Web2Print, c'est bien définir le modèle commercial, savoir effectivement positionner son offre. On est aujourd'hui vraiment sur des offres niches. Par la suite aussi penser grand, c'est-à-dire comment on va pouvoir faire évoluer le système si ça fonctionne, c'est-à-dire effectivement mettre en place les technologies adéquates pour pouvoir faire grandir sans étouffer le reste de l'entreprise. Merci. Des questions dans la salle ? Oui, bonjour. Juste une remarque pour avoir été des deux côtés de la barrière, pour avoir été prestataire et constructeur et éditeur. Faire du Web2Print, c'est pas simplement installer un système de web en se disant que les commandes vont tomber. Il faut une action commerciale. Vous aurez beau mettre du Web2Print, vos commandes vont jamais venir comme ça. Donc si vous n'avez pas des commerciaux qui ont une action de promotion et promouvante de ce que vous avez mis en place, ça sert strictement à rien. C'est pour ça qu'aujourd'hui, 58% des sociétés qui sont parties dans le Web2Print ont abandonné au bout de 2 ans. Ça, c'est la réalité du marché. Voilà. Moi, j'ai une question c'est une question, réellement une question. Est-ce que pour vous, la localisation, c'est de la personnalisation ? À vous qui pratiquez le Web2Print, est-ce que dans les personnalisations possibles, vous considérez que la localisation en est une et est-ce que vos solutions s'y prêtent ? Bien sûr que la localisation, c'est une donnée. Je veux dire, on est passé... c'est pour ça que tout à l'heure, quand on parlait de personnalisation, j'étais pas sûr qu'on parlait tous de la même chose. Là aussi, il faut définir ce que c'est que la personnalisation. La personnalisation, pour moi, c'est avoir la capacité de prendre des données, des datas, et de pouvoir, à un moment donné, construire le papier autour de ces datas. D'accord ? Vous savez comme moi le nombre de données qui circulent, vous savez comme moi
le caractère exponentiel de ce qu'on annonce avec les objets connectés et le big data, etc. Pour la petite histoire, je racontais ça ce matin à Romain dans la voiture. Moi, j'étais à Prague il y a 2 jours, 3 jours, je sais plus. J'ai eu besoin de me connecter sur Reverso, qui est un dictionnaire en ligne, et j'ai vu qu'on me proposait d'aller me faire les ongles chez, je sais pas qui, à Prague, qui est un bar à ongles. Je me suis dit que vraiment, ça allait vraiment loin, les données de localisation, mais qu'ils avaient encore pas vu que moi j'étais un homme. Donc voilà, c'est juste pour la petite histoire. Mais oui, la personnalisation pour moi, c'est ça. Le sens de l'histoire, il est sur toutes ces données qu'il faut être capable de traiter. Donc aujourd'hui, dans ce qu'on imprime, on a la capacité d'imprimer des documents qui, en fonction d'une adresse de départ, savent vous emmener à une adresse d'arrivée. Et donc vont vous tracer un Google Maps personnalisé pour rejoindre le point le plus proche qui concerne la vente qu'on veut avoir. Donc oui, pour moi, tout ça, ça fait partie de la personnalisation. Pardon. En fait, j'ai utilisé un mot qui, dans mon domaine, ne signifie pas la même chose que pour vous. Mais votre réponse était très intéressante. Et l'e-touche, malgré tout, c'est pas pour rien. Parce que dans mon domaine à moi, la localisation, c'est la traduction des logiciels. Donc là, la traduction des documents. Ah oui, d'accord. Oui, d'accord. Donc, la question c'était, donc si je traduis, c'est quoi alors la question? C'est est-ce que la traduction des documents, ça fait partie du Web2Print, c'est ça? Le fait de fabriquer des documents qui sont dans la langue, effectivement, de la localisation physique là, de la personne qui est adressée. Alors, donc, tout à l'heure j'ai donné un exemple en Chine, etc., etc. Donc, comment ça marche? Exactement. C'est-à-dire que c'est pas de la traduction, c'est parce que la traduction automatique, on en a parlé de Reverso tout à l'heure, Google Translate, etc. On sait les limites de tout ça. Donc les entreprises qui, à travers les produits qu'on leur imprime, ont soit des notices techniques, soit des notices commerciales, peuvent pas accepter l'à peu près. Donc ça veut dire que là, ça marche comment? On a une énorme base de données où il y a toutes les références dans toutes les langues. Par contre, là où on gère, les choses, c'est dans des droits, c'est-à-dire que ceux qui sont en Chine ne vont pouvoir commander que des documents qui sont en chinois et en anglais. D'accord. Ceux qui sont en Argentine vont commander que les langues pour lesquelles ils sont éligibles. Et donc, on a une espèce de catalogue complet de la totalité qui est sur la base de données centrale et principale. Et la question des langues est gérée au travers des droits qui permettent de commander tel ou tel document. Voilà. Mais il n'y a pas de traduction. Et désolé pour le contresens de tout à l'heure. Voilà. Comme quoi, même quand on parle en français. Alors, moi j'ai une question parce que tout à l'heure vous avez dit que le nerf de la guerre c'était les fichiers des clients pour pouvoir automatiser comme il faut. Honnêtement, aujourd'hui, en pourcentage, combien vous recevez de fichiers clients qui sont vraiment adaptés à l'automatisation? Honnêtement. Disons que comme nous, on s'adresse effectivement à une clientèle qui est quand même assez au fait de la chose. Je dirais qu'il y a peut-être un retour de 10 à 20% de fichiers qui sont inadaptés. Maintenant, on a quand même un contrôle, on va dire, basique de données, qui est gratuit et offert aux clients, et sur lequel on vérifie vraiment le strict minimum, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas de texte qui dépasse une fois que le produit est imprimé, ou si les images sont dans une bonne définition. Mais après, si vous voulez vraiment avoir un contrôle très détaillé par rapport au trait de coupe ou ce genre de choses, soit il faut le payer, soit il faut que la personne soit en capacité effectivement de faire un fichier qui soit correct. Mais ça, on ne le vérifie pas, donc vraiment les 10 à 15% dont je vous parle, c'est des grosses erreurs. Donc effectivement, là, il y a un retour de notre service client auprès du client final pour qu'il modifie son fichier, et tout est fait de manière automatique pour que ce soit fait le plus rapidement possible et que le processus industriel puisse être le plus rapide possible. Moi, je vais répondre d'une façon un peu différente. En fait, ça dépend de la cible. C'est-à-dire que
Si vous êtes sur des d'achats d'AdWords sur Google, notamment le fameux mot flyer qui coûte très cher, vous risquez de toucher une cible qui va être plutôt, alors pas B2C, mais très petites entreprises. Et là, le taux de retour de fichier, il est de l'ordre de 50%, quoi. En revanche, si vous êtes sur votre cible agence de com ou professionnel des arts graphiques, effectivement, là, on va plutôt être sur des taux de 15-20% de rejet. Ce qui, moi, me paraît aussi très important au vu, normalement, du professionnalisme de la cible, quoi. Mais tout dépend, en fait, la façon dont, commercialement, vous allez attaquer la cible. Voilà. Enfin, moi, la réponse que je vais vous faire, c'est on est loin d'être à 100%, mais ça va quand même de mieux en mieux. C'est-à-dire que moi, je vois passer des fichiers de clients depuis 20 ans. Je peux vous dire qu'il y a 20 ans, c'était quand même le Far West, hein. Aujourd'hui, ça va quand même de mieux en mieux. Et il faut voir la tendance. La tendance, c'est que on est en train de... les entreprises sont en train de savoir faire des fichiers, les logiciels leur permettent d'avancer dans ce sens-là. Ils intègrent aussi de plus en plus, il faut voir ça aussi, ils intègrent de plus en plus des gens comme vous, qui ont la capacité de faire des fichiers. Ils passent plus forcément par des agences de com. Donc moi, je trouve que ça va de mieux en mieux. On n'est pas à 100%, mais il va pas falloir longtemps pour qu'on y soit. Voilà. Enfin, on n'y sera peut-être pas à 100%, mais on sera à quelque chose de très confortable. Oui, excusez-moi, du coup j'interviens, je me permets de rebondir à la remarque de la personne. Surtout qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, c'est plus une fatalité de reporter le travail du contrôle chez l'imprimeur. Aujourd'hui, on a des outils pour les imprimeurs qui vont permettre de déléguer cette partie de contrôle de fichier chez le client. Je ne vais pas citer de produits, je ne veux pas qu'on m'accuse d'intérêts commerciaux, mais on peut avoir aujourd'hui des modules qui vont être installés chez le client final. Et c'est lui qui, au moment de sa préparation de fichier, va pouvoir contrôler son fichier suivant les paramètres de l'imprimeur. C'est-à-dire que l'imprimeur, avant même qu'il ait reçu le fichier, il ne sait même pas encore que le fichier va arriver. Mais le producteur, lui, peut déjà savoir si le fichier qu'il est en train de produire va être conforme au contrôle d'impression de l'imprimeur. Et donc, l'idée, c'est qu'une fois que le fichier arrive chez l'imprimeur, normalement, l'imprimeur ne se pose même plus la question de la qualité du fichier parce que le fichier a déjà été contrôlé chez le producteur. Voilà. Donc ça, c'est pour dire que c'est pas... Aujourd'hui, je pense que c'est plus une fatalité que l'imprimeur se paluche des fichiers avec l'angoisse de savoir si le fichier est bon ou pas pour l'impression. On a des solutions aujourd'hui pour que l'imprimeur, une fois qu'il produit son fichier, n'ait plus à se poser cette question-là. Voilà. On va arrêter là donc cette table ronde. Sans oublier de remercier nos intervenants. Merci beaucoup.